Bonjour YouTube, merci de nous rejoindre pour cette seconde partie de QAG en direct du Sénat. Nous allons accueillir le président du Sénat qui va ouvrir la séance. Je ne crois pas qu'il y ait de dommages aujourd'hui. On verra bien. En tout cas, je ne vois pas le pupitre spécial. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vois que vous êtes beaucoup à revenir régulièrement sur le format des QAG et à ne pas être abonné. Donc, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines sessions de contenu politique et même au-delà des autres contenus que je propose. Et bien sûr, à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour lui donner plus d'impact, plus d'élan, plus de volonté. Ah oui, et on a appris, c'est la journée internationale des abeilles au moment où on fait ce stream. Donc voilà, bisous aux abeilles. La séance est ouverte. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, et bonne séance. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Il paraît. Je voudrais excuser l'absence du Premier ministre qui est à l'Assemblée nationale pour l'examen de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, texte que nous avons examiné lundi. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site. Chacun sera attentif. Et sur la chaîne Twitch de Sassy, abonnez-vous. Du Sénat, le respect des uns et des autres, et aussi une valeur très concrète, le respect du temps de parole. Tu peux parler, Gérard. Immédiatement, la parole à notre collègue Emmanuel Capus pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Mais oui, j'ai même pas... Oh là là, attendez. Merci, Monsieur le Président. Oh là là. Alors attendez, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir pour vous. Paniquez pas. Donald Trump aura non, au moins réussi deux choses. Fragiliser l'ordre mondial et mettre en difficulté l'économie de la planète, y compris l'économie de notre pays. Il revient désormais au gouvernement de trouver des solutions aux conséquences d'un irresponsable. Et la tâche n'est pas facile. Le prix de l'énergie, l'inflation et maintenant l'augmentation du chômage impactent directement nos concitoyens et nos entreprises. Pour nos entreprises, le couperet est tombé. Elles devront augmenter leurs salariés au SMIC de 2,4 % comme la loi le prévoit. C'est évidemment une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat de ces salariés. Et pour la consommation. Mais on entend que les entreprises pourraient se voir infliger une double peine avec l'augmentation des cotisations patronales sur les bas salaires. Monsieur le ministre, alors que beaucoup d'entreprises connaissent déjà des difficultés de trésorerie, alors que l'investissement est en berne, alors que la baisse de la dépense publique devrait être la priorité, le coût du travail ne peut pas être la variable d'ajustement de nos déséquilibres budgétaires. Nos entreprises et leurs salariés croulent déjà depuis des décennies sous le poids des cotisations et des impôts. Cela met en péril leur compétitivité et le salaire net des Français. En France, mes chers collègues, on ne va pas lui expliquer que le fait d'avoir un salaire différé permet d'alimenter la croissance, les cotisations sociales et donc notre système de protection sociale et donc de créer de fait plus de consommation. On ne va pas lui expliquer, ce serait trop long. Pouvez-vous assurer à nos entreprises et à nos salariés que le coût du travail n'augmentera pas? Pour vous répondre... dans ce cas-là, la consommation n'augmentera pas. La parole est au ministre du Travail et des Solidarités. Monsieur Farandou. On est en France, les deux sont liés. Monsieur le Président du Sénat... Si vous voulez des débouchés commerciaux, il faut des salaires attractifs. Le coût du travail, bien évidemment, est une préoccupation majeure pour le gouvernement parce qu'on sait qu'il est directement lié à la compétitivité de nos entreprises, qui elle-même est facteur de travail et de cotisation et de financement de la sécurité sociale. Eh ben voilà, même le ministre l'explique. Supplémentaire, importé dans notre pays à cause du contexte international a déclenché la revalorisation automatique du SMIC, vous l'avez dit, à 2,41 % et cette augmentation prendra effet au 1er juin. Une telle revalorisation a un effet mécanique d'augmentation des allègements généraux, des cotisations employeurs, car l'augmentation du SMIC fait qu'un salaire inchangé et la réduction des cotisations patronales augmente. La somme de ces hausses mécaniques induit un coût important pour les finances publiques qu'il nous faut regarder, d'environ 2 milliards d'euros pour une hausse du SMIC de 2 %. Donc on sera un peu plus puisque le SMIC est finalement à 2,4 %. Alors que les salaires n'ont pas encore évolué et mettront du temps à le faire. Parallèlement, vous le savez, pour tenir la dépense publique, le Premier ministre a indiqué qu'un effort de 6 milliards d'euros devait être fait en gestion, dont 2 milliards pour la sécurité sociale. Le gouvernement instruit donc les différentes pistes possibles pour concilier compétitivité et sérieux budgétaire. Un ajustement paramétrique des allègements généraux pour compenser cette exonération supplémentaire automatique ne constitue qu'une des pistes envisagées. Il ne s'agirait pas dans cette option
de réduire le montant des éléments généraux, mais simplement de ne pas les augmenter. Nous restons très attentifs au maintien de l'incitation à l'emploi, y compris les moins qualifiés, et à la préservation de notre compétitivité à des niveaux de rémunération et de qualification plus importants que le SMIC. Le coût du travail est une préoccupation majeure et je me félicite qu'une mission conduite par le Sénat permette d'éclairer ce sujet majeur pour notre économie et pour le monde du travail. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Capu. Oui, merci Monsieur le Ministre, mais vous ne levez pas toutes les inquiétudes, parce que ce que j'aurais aimé, c'est que ça ne soit plus du tout une piste, que la compétitivité des entreprises soit la priorité, parce que nous sommes dans une situation où les investissements baissent, où la crise arrive et où il est de plus en plus difficile pour les salariés et pour les entreprises de vivre. C'est pour ça qu'il faut augmenter les salaires pour créer de la consommation intérieure. La parole est à notre collègue Michel Massé pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Les sociaux-démocrates. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Ces derniers jours, à Agen, en Lot-et-Garonne, la mairie, la mosquée, la presse locale et le commissariat ont été destinataires de courriers anonymes de menaces de mort, accompagnés de balles de carabine. Le contenu de ces lettres révèle une obsession anti-musulman. Les menaces de mort et les incitations à la haine sont inacceptables et portent une atteinte grave à la liberté de la presse, à la liberté du culte et à l'exercice du mandat d'un élu de la République. Alors, ensemble, refusons de considérer ces événements comme de simples faits divers, car les cibles ont été soigneusement choisies dans un but précis, fracturer notre société, fracturer notre fraternité pour installer un climat de terreur déjà nourri par de nombreux médias nationaux. Partout, la violence progresse. Les élus locaux en sont les premiers témoins, parfois même victimes. C'est pourquoi le RDSE a fait adopter une loi pour renforcer la sécurité des élus locaux. Hélas, les lois sécuritaires, aussi nécessaires soient-elles, ne suffisent pas à faire société. Concrètement, il faut agir pour identifier et stopper à la fois ces entrepreneurs de haine et les discours irresponsables nauséabonds qui les alimentent. Car ce sont les deux faces d'une même pièce. L'escalade de la haine et de la peur doit être enrayée par un discours de rassemblement populaire et d'un sursaut contre les identitaires de toute obédience. Monsieur le ministre, je vous le dis avec émotion et lucidité, la sidération ne doit pas conduire à l'impuissance. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Afin de retrouver une vie apaisée qui est nécessaire au vivre ensemble, quelles sont vos mesures face à ces attaques contre nos libertés pour restaurer la concorde endolorie et rétablir ainsi le pacte républicain ainsi que la confiance? La République doit protéger, mais elle doit aussi réunir. Portons un nouveau souffle humaniste ensemble. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, M. Nunez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Michel Massé. Vous avez raison de qualifier de ces faits qui se déroulent actuellement à Agen sont des faits absolument abjects. Vous avez raison, je vous rejoins évidemment. Le maire de la commune, M. Laurent Bruno, qui a reçu des menaces avec des douilles dans des enveloppes, mais pas seulement lui, le président de l'association des musulmans de la commune, le commissariat, d'autres élus des organes de presse locaux qui ont reçu a priori le même courrier du même auteur, avec effectivement des menaces qui visent explicitement la communauté musulmane de cette ville. Alors évidemment, tout ceci est extrêmement condamnable, c'est très grave, ce ne sont pas de simples faits divers, vous avez raison de le souligner, cela traduit aussi un malaise qui traverse notre société. Alors évidemment, il y a la réponse de l'immédiateté qui a été apportée par le préfet, qui a apporté son soutien évidemment au maire, le soutien de l'État d'ailleurs à l'ensemble des acteurs, y compris au président de l'association des musulmans de la commune. Il y a les plaintes qui ont été déposées, il y a la direction interdépartementale de la police nationale de la commune, de Lot-et-Garonne en l'occurrence, qui va évidemment investiguer, et je ne doute pas que nous confondrons les auteurs. Je ne vais pas développer ce que je développe souvent devant vous ici, sur le dispositif de protection des élus qui a été mis en place, mais je crois que là où vous m'interpellez, c'est sur autre chose. C'est sur ce souffle humaniste que vous appelez de vos jeux. Et je le partage évidemment. Le ministre de l'Intérieur, ça n'est pas que le ministre du régalien, de l'ordre et de l'autorité, c'est bien sûr ça, mais c'est aussi le ministre du lien et de la cohésion sociale et de la cohérence. C'est vrai que ça manque un peu côté Nunez. Je crois qu'une partie de la réponse
monsieur le sénateur, une partie de la réponse. C'est dans la façon dont les uns et les autres on se parle. C'est la façon dont on pose les problèmes sur la table. On évite toujours de brutaliser, de stigmatiser lorsque l'on parle de délinquance, lorsque l'on parle d'immigration. Voilà, il faut toujours avoir des discours qui soient des discours qui ne divisent pas la société. Ce sont des sujets complexes qu'on doit pouvoir savoir traiter par la discussion et par le consensus. J'y suis attaché, sans doute mon côté humaniste que je partage avec vous, mais je rebondis volontairement sur le mot que vous avez utilisé de souffle humaniste. Nous en avons bien besoin. Merci. Mais il y a quand même une balle perdue. Collègue Karine Daniel pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Première question des socialistes pour aujourd'hui. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Elijah, 15 ans, est mort sous les balles à Nantes, victime du narcotrafic. J'ai une pensée pour ses parents, sa famille, ses camarades et les professeurs du collège Rutigliano, tous ses proches bouleversés par cette tragédie. J'ai aussi une pensée pour les deux adolescents blessés dans cette fusillade. Je salue les élus locaux, les associations, les enseignants, les éducateurs, les forces de sécurité et de secours mobilisées chaque jour sur le terrain face à cette hyper-violence qui gangrène trop de quartiers, trop de villes. Mais combien faudra-t-il d'enfants et d'adolescents blessés ou tués? Combien de familles détruites? Le mois dernier, à Villefranche, un jeune de 13 ans a lui aussi été tué par balle. Dans cette affaire, un mineur de 15 ans est suspecté. La jeunesse est désormais en première ligne, tantôt victime collatérale, tantôt main-d'œuvre facile, instrumentalisée par des réseaux criminels. Des enfants tuent des enfants. La loi contre le narcotrafic commence à produire ses effets, mais nous voyons bien les limites du seul volet répressif. Aujourd'hui, cette politique doit intégrer un volet de protection de l'enfance, de protection des mineurs, prévention spécialisée, présence éducative dans les quartiers, lutte contre le décrochage scolaire, accompagnement des familles sont aussi des leviers contre les trafics. L'État doit mettre les moyens pour protéger la jeunesse. Monsieur le ministre, au-delà des quelques expérimentations déployées sur le territoire, quand le gouvernement entend-il présenter un véritable plan national de prévention de l'entrée des mineurs dans le narcotrafic? Pour vous répondre, la J'ai appris ça hier, je crois, la fusillade à Nantes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Je me suis effectivement, comme vous le savez, rendu à Nantes sur ce qui est un drame, avec un jeune qui a été abattu sur un point de deal, au pied d'un immeuble, à 15 ans, et deux autres blessés de 13 et 14 ans. Je ne reviendrai pas sur tout ce que nous faisons en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. On entend trop dire que l'État est dépassé, que nous ne sommes pas efficaces. Je crois que les chiffres sont là pour attester que nous démantelons sans cesse plus de réseaux, que nous déstabilisons les trafics, y compris jusqu'à Nice, que je veux encore citer, où on entend dire que l'État est dépassé. Et à Nice, il y avait encore 12 points de deal, il n'y en a plus que 2, et on continue à pilonner, on continue à pilonner. Vous avez raison, et j'irai droit au but, je vais vous répondre à votre question. Oui, ce qui est inquiétant dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes qui sont impliqués dans les trafics, à tous les échelons d'ailleurs de cette sinistre hiérarchie, y compris jusqu'à l'échelon de l'exécutant, de celui qui va participer à un règlement de compte, où on a parfois des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans, et c'est effectivement intolérable. Et vous avez raison de poser le problème tel que vous le posez. Il n'y a pas que le régalien, il n'y a pas que l'action du ministère de l'Intérieur, l'action du garde des Sceaux, l'action du judiciaire, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des actions qui doivent nous conduire à nous interroger pour comprendre comment des jeunes peuvent basculer à ce niveau-là dans le narcotrafic et dans la délinquance. Et c'est bien pour cela d'ailleurs que le Premier ministre réunira maintenant dans les jours qui viennent le comité interministériel de lutte contre la criminalité organisée qui intéresse tous les ministres, parce qu'il est aussi important de mener d'autres types d'actions, dont celles que vous avez citées. Mais je veux aussi rappeler quand même, ne perdez pas de vue que Mme Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès de moi, vient de lancer la stratégie nationale de prévention de la délinquance et qui comporte énormément d'actions qui visent également à faire en sorte que les mineurs ne basculent pas dans cette action violente. Mais vous avez raison, je vous rejoins tout à fait. Par contre, on n'aura pas d'exemple. La réponse répressive, nous l'aurons, elle sera toujours là. Mais il faut aussi qu'on pousse mais on vous dira pas quoi. Tous les sujets, et y compris évidemment sur la réponse éducative, de prévention, et bien d'autres acteurs doivent être impliqués. Et je vous rejoins, Madame la sénatrice, tout à fait là-dessus. Madame Daniel. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Effectivement, lors d'un débat en décembre, ici même au Sénat, vous étiez nombreux au banc pour traiter cet enjeu du narcotrafic. Ça appelle effectivement à une analyse et des actions en interministériel.
On l'a dit et redit après la loi narcotrafic, il faut un pilier santé publique, prévention, notamment prévention des addictions. Il faut aussi ce volet protection des mineurs. La parole est à notre collègue Jérémy Bacchi pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste Kanaki. Monsieur le Président, Madame la Ministre, l'accès libre de chaque citoyen au pluralisme de la presse est indispensable à notre vie démocratique. Pourtant, sur le terrain, le maillon essentiel qui assure cette mission d'intérêt général est en train de s'effondrer. Ce maillon, ce sont les dépositaires de presse qui parcourent chaque nuit ce que l'on appelle le dernier kilomètre pour acheminer les journaux depuis les centres d'impression jusqu'aux marchands de proximité, ces acteurs indispensables à la vitalité de nos villes, mais surtout de nos villages. Dans mon département, c'est la coopérative de presse et de messagerie méditerranéenne qui fait vivre ce réseau auprès de 500 diffuseurs de la zone d'Aix, Marseille et de Toulon, tout comme la SKIC Oyer le fait sur le territoire lyonnais. Malgré leur rôle essentiel, ces structures sont aujourd'hui les parents pauvres de la filière. Les aides publiques à la distribution sont versées aux éditeurs puis fléchées par l'ARCEP vers les seules messageries nationales pour couvrir leurs surcoûts. Les dépositaires de presse, eux, ne sont pas reconnus par le régulateur et sont totalement exclus des dossiers de financement. Le décret du 13 mai 2026 vient d'instituer une aide à la distribution au numéro. Ce texte persiste à exclure les dépositaires du droit de déposer un dossier. Pendant que les aides publiques s'arrêtent au milieu du chemin, les dépositaires subissent de plein fouet l'explosion des coûts du transport, de l'énergie, la baisse des volumes. Aujourd'hui, les trésoreries sont à sec, menaçant directement les emplois et l'approvisionnement de territoires entiers. Les salariés portent pourtant un projet d'avenir vertueux, intégrer la distribution de la presse régionale et mutualiser les livraisons du dernier kilomètre avec d'autres commerces pour répondre aux urgences écologiques en diminuant la circulation des camions sur les routes. Madame la ministre, le maintien du pluralisme et l'accès de tous les citoyens à la presse écrite dépendent directement de ces structures de proximité. Le vide réglementaire existant doit être corrigé. Je vous demande donc d'intervenir sans délai, soit pour intégrer le dernier kilomètre au dispositif existant, soit par le déblocage d'une dotation d'urgence exceptionnelle pour sauver ces dépositaires. Je vous remercie. Très technique comme question, mais en même temps indispensable. Ministre de la Culture, Madame Catherine Pégard. Est-ce qu'elle va mieux répondre que tout à l'heure à l'Assemblée nationale? Monsieur le sénateur, je suis pas sûr. Je connais votre engagement au service du secteur de la presse et je vous remercie de votre question sur cette situation en effet préoccupante à Marseille. Ce secteur, nous le savons, traverse une crise économique profonde. Les symptômes en sont multiples, la diffusion des publications imprimées baisse, les réseaux sociaux détournent l'audience, le marché publicitaire est capté par les plateformes. Cette situation concerne toute la chaîne de valeur, les éditeurs, les messageries, les dépositaires, les marchands de presse. La question que vous posez concerne précisément un maillon important de cette chaîne, les dépositaires. La situation des sociétés coopératives d'intérêt collectif de Marseille et de Lyon est suivie de près par les services du ministère qui ont mobilisé les services déconcentrés de l'État pour les accompagner. En effet, il s'agit d'abord, vous l'avez dit, d'une question commerciale entre acteurs privés, les deux dépositaires d'une part, les messageries d'autre part. Des discussions doivent donc être menées entre eux, mais l'État souhaite les accompagner pour trouver rapidement des solutions aux problèmes économiques rencontrés par les dépositaires de Lyon et de Marseille. Au-delà, il faut poursuivre la modernisation de ce secteur. L'État y est engagé, vous le savez, et l'État est engagé pour l'aider dans la crise qu'il traverse. Des avancées concrètes ont pu être enregistrées récemment. Nous finalisons les discussions sur le contrat de modernisation de la distribution pour accompagner les imprimeries. Nous souhaitons aussi relancer la concertation sur les tarifs de la distribution postale de la presse. Enfin, votre Assemblée va bientôt examiner la proposition de loi du député Erwan Malanan sur le renforcement de l'effectivité des droits voisins des éditeurs de presse. Elle visera à permettre de rétablir le rapport de force entre éditeurs de presse et plateformes numériques. C'est tout le secteur, je l'espère, qui pourra bénéficier de cette mesure. Merci. Merci. Je vais donner maintenant la parole au président Jean-François Longeot pour le groupe de l'Union centriste. Président de commission, si je me souviens bien. Alors, je ne sais plus laquelle. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Les centristes de Bayrou. Le Président de la République a annoncé que la consigne sur les bouteilles en plastique pourrait faire partie des leviers d'action étudiés pour atteindre les objectifs de recyclage en 2030. Or, le constat est clair. La consigne plastique pour le recyclage est une aberration écologique, coûteuse et contre-productive. Nous ne voulons pas d'une telle consigne qui pénaliserait gravement les collectivités
les intercommunalités ont dépensé, comme le dit souvent le président de la République, un pognon de dingue pour développer un service de tri qui est perfectible, mais qui fonctionne. Comme d'habitude, et c'est une habitude franche, on veut détruire ce qui marche. Ce serait aussi une absurdité écologique, avec ou sans bouteilles dans la poubelle jaune, les camions continueront à passer et à prendre et émettront toujours autant de gaz CO2. Oui, c'est aussi une absurdité c'est que le plastique, il est déjà pas suffisamment dans la recyclé poubelle jaune, plus les collectivités augmenteront sur la poubelle grise et nos concitoyens verront de plus ils trient, plus ils paient. Pire, après plusieurs années d'efforts publics destinés à simplifier la gestion de l'industrie, on se retrouverait à demander aux gens de stocker leurs bouteilles ou de retourner tous les jours au supermarché. Enfin, c'est tout aussi absurde que délétère pour nos territoires. Ce n'est pas le petit commerçant de proximité qui pourra s'équiper d'un dispositif consigne, c'est l'hypermarché. La grande distribution mettrait ainsi la main sur le PET qui donne sa valeur au gisement plastique. Il est malheureusement là le seul intérêt d'une telle idée. Ma question est simple, Monsieur le Ministre. L'exécutif envisage-t-il une telle absurdité? Allez-vous vraiment travailler à la mise en place d'une consigne pour recyclage des bouteilles plastiques? Je vous remercie. Pour vous répondre... Normalement, en Normandie, on est censé avoir la consigne du verre qui est de retour. Moi, j'en vois nulle part des consignes de verre. Mathieu Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Ça doit faire 6 mois, normalement, mais toujours aucune nouvelle. Merci pour votre... J'ai gardé des bouteilles, mais tant pis, je les ai mis au recyclage. J'ai attendu et j'ai rien vu. En Europe, et nous recyclons moins que nos autres voisins européens, puisqu'on recycle 26% de 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques. Quelles sont les conséquences de ce double constat? C'est que chaque année, mesdames et messieurs les sénateurs, on s'acquitte d'une taxe d'1,5 milliard d'euros auprès de l'Union européenne qui trouverait, je crois, à être mieux employée au service de la transition écologique, du désendettement ou par exemple de l'avenir de nos enfants. Face à ce constat, le président de la République a lancé hier un grand plan plastique qui comprend de nombreux leviers. Le premier d'entre eux, Monsieur le Président Longeau, c'est d'abord la sobriété, le réemploi. C'est l'ensemble des éléments qui nous permettent de tarir le recours au plastique, au passage qui, compte tenu des désordres géopolitiques, coûte de plus en plus cher à nos entreprises. Ce sont donc tous les enjeux de sobriété, de réemploi et d'éco-conception qui sont des leviers extrêmement structurants. Deuxièmement, industrialisation de la filière de recyclage plastique pour nous doter de capacités de recyclage sur le territoire national. Et enfin, la consigne, Monsieur le Président. La consigne, c'est un des leviers de ce plan plastique et nous l'assumons. Un des leviers qui est rendu obligatoire par la directive et le règlement européen, quoi qu'il arrive, à compter du 1er janvier 2029, Monsieur le Président Longeau. Et donc, on a deux solutions. Soit on anticipe pour les collectivités la mise en place de cette consigne, soit on attend que celle-ci se mette en place automatiquement, mais ce ne sera pas le cas. En tout état de cause, Monsieur le Président Longeau, il y a une vingtaine de pays européens qui ont d'ores et déjà mis en place la consigne. Ce sont ces pays qui réussissent à recycler le mieux et donc à payer moins d'amendes. Quoi qu'il arrive, Monsieur le Président, ce n'est pas le début de la mise en œuvre, c'est le début de la concertation. Moi, je réunirai l'ensemble des parties prenantes, évidemment, dès la semaine prochaine pour que l'ensemble de ces enjeux soient examinés avec une sensibilité toute particulière aux collectivités qui ont investi, s'agissant de leurs équipements en matière de déchets, Monsieur le Président. Monsieur le Président Longeau. Oui, deux mots. Simplement, Monsieur le Ministre, merci pour votre réponse, mais pourquoi calquer sur ce qui marche à l'extérieur et qui ne marchera pas chez nous? Pourquoi l'adapter chez nous? Je pense que dans nos territoires, nous avons effectivement un tri qui est important. Dans le territoire du département du Doubs, je peux vous dire qu'on a un tri exceptionnel. Alors faisons une expérience, proposons aux départements qui n'ont pas effectivement ce genre de tri d'essayer de faire une expérimentation et à partir de ce moment-là, effectivement, on en reparlera. Merci. Mais je pense qu'on va passer par là, par une expérimentation, bien sûr. Par contre, j'aime bien comment il dit « Oui, ça marche ailleurs, donc ça ne marchera pas en France. » Merci, monsieur. Pourquoi, tu sais pas. Ça sort de son chapeau. Je ne souhaite plus que Canal+ travaille avec les gens qui ont signé cette pétition. Ce propos de Maxime Sada, patron de Canal+, est profondément inacceptable. Il menace de fait d'établir une liste noire de professionnels, d'acteurs et de réalisateurs devenus indésirables, ce qui ne peut que rappeler les heures sombres du macartisme s'attaquant à Hollywood. Madame la ministre,
Vous avez parlé hier de réponses disproportionnées. Votre terme est ambigu et inquiétant. Ce n'est pas une question de proportion, c'est une question de principe démocratique intangible. Madame la ministre, allez-vous rappeler officiellement à Canal+ ses obligations contractuelles de soutien au cinéma français dans sa diversité, liées au fait d'être détenteur d'avantages de diffusion que nous, la puissance publique, leur accordons? Allez-vous réaffirmer un refus absolu de toute ingérence politique dans le choix des œuvres soutenues, dont seules les valeurs esthétiques et culturelles doivent guider la sélection? Le fait que Maxime Saada vienne au secours du propriétaire de sa chaîne, Vincent Bolloré, contre une tribune qui n'attaquait pas Canal+, mais disait seulement l'inquiétude des professionnels face à la concentration en cours, dit le monde de confusion dans lequel nous entrons. Elle confirme de fait l'inquiétude des auteurs de cette pétition, dont il faut saluer le courage, sur les dangers d'un contrôle par une seule personne de toute une filière, de la production à la diffusion. Madame la ministre, je ne vous demande pas un nouvel hommage au cinéma français, je vous demande juste de nous dire si l'État français est prêt à s'opposer à la prise de contrôle du GC par Canal+ et Vincent Bolloré. Ah, très bonne question. Et effectivement, on ne veut pas de l'hommage. C'est bon, hein, on l'a déjà eu à l'Assemblée nationale. Madame Pégard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, eh bien oui, je vais refaire aujourd'hui comme hier un hommage au cinéma français. L'écho que rencontrent les débats de ces derniers jours nous montre en effet à quel point le cinéma fait naître chez chacun et chacune d'entre vous voyez ce que c'est, ça? C'est des tentatives de meubler pour ne pas répondre à la question. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais là, vous envoyez un bel exemple. J'ai entendu comme vous l'émotion des professionnels du cinéma français dans cette période de transformation profonde pour plusieurs de nos industries culturelles, dont les inquiétudes peuvent d'ailleurs légitimement se rejoindre. La préoccupation que nous devons partager est celle de la capacité du cinéma français à continuer à s'illustrer dans sa diversité. Cet art est aussi une industrie qui nous est enviée dans le monde entier. Ce succès est porté par des piliers, parmi lesquels le Centre national du cinéma, bien sûr, parmi lesquels aussi Canal+. Oui, je le répète, la place majeure qu'occupe Canal+ dans le cinéma français lui confère une voix qui compte, une responsabilité immense aussi. Aujourd'hui, environ un film français sur 2 sont produits par Canal+, des œuvres attendues, des premiers films, souvent le cinéma indépendant. C'est dire qu'elle est partie prenante de la diversité de notre cinéma à laquelle nous tenons tant. Et je souhaite que Canal+ continue à jouer ce rôle fondamental pour accompagner le cinéma, tout le cinéma. Plusieurs 1 minute 30 pour ne pas répondre à la question. Se sont exprimés en ce sens et je veux saluer leur esprit de responsabilité, car ce qu'il faut retrouver, c'est le chemin du dialogue et de l'écoute dans l'intérêt de cette filière. Soyons fiers, mesdames et messieurs les sénateurs, de notre modèle, veillons à le conserver, veillons à le conforter plutôt qu'à l'affaiblir. Je vous remercie. Voilà, on joue le chrono pour ne pas répondre. Madame la ministre, en lien justement avec l'actualité cinématographique, je vous le dis, la bataille de France est engagée. Cette bataille, c'est celle de la préservation de notre modèle de société, du vivre ensemble fondé sur la liberté d'expression, la pluralité des médias. C'est notre socle datant de la Troisième République. Madame la ministre, l'histoire nous l'enseigne, chaque tolérance face aux lignes rouges franchies prépare la capitulation. Les forces de l'argent ne doivent pas fixer les règles, surtout en matière de liberté d'expression. Il faut conclure. Il est plus que temps de livrer la bataille et de la gagner. En tant qu'historien, je suis complètement d'accord. J'aurais voulu la dire armistice. À notre collègue Laurence Garnier pour le groupe Les Républicains. Les Républicains, c'était eux qui gueulaient. Hein. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Jeudi dernier, à Nantes, un adolescent a été tué à cause du narcotrafic. C'est la 26e fusillade de l'année dans notre ville. Face à ces drames, Monsieur le Ministre, chacun doit prendre ses responsabilités. Les consommateurs, d'abord, et on ne rappellera jamais assez que chaque joint a le goût du sang. Les collectivités aussi. À Nantes, l'Alliance de la mer avec LFI envoie un message terrible. Alors que le député nantais, la France insoumise,
toujours en fonction, a été condamné pour consommation de stupéfiants. Oui, chers collègues, on ne peut pas pleurer les conséquences et chérir les causes. Elle parle de qui? Elle n'a pas donné de nom. L'État Parce que là, pour moi, on est proche de la doit diffamation. aussi prendre ses responsabilités et nous avons besoin, Monsieur le Ministre, à Nantes, d'une politique publique très forte pour faire face au narcotrafic. Vous avez annoncé vendredi le déploiement du plan de renforcement de la filière investigation préparé par Bruno Retailleau l'année dernière. Il est grand temps de le mettre en œuvre. Bruno Retailleau avait également affecté une compagnie de CRS supplémentaire sur notre territoire. Là aussi, elle parle Monsieur le d'Andy ministre, Kerbrat. nous avons Oui, besoin c'est vrai. de renforcer nos effectifs aujourd'hui. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quand les renforts en investigation arriveront sur le territoire nantais? Pouvez-vous nous dire combien de policiers supplémentaires vous comptez affecter à notre territoire pour renforcer l'action de leurs collègues, dont je salue l'engagement total dans notre agglomération nantaise? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, M. Lunez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous connaissez mon parcours et de haut fonctionnaire, de secrétaire d'État, et je puis dire que sur les questions de lutte contre le narcotrafic, il y a une vraie continuité de l'action de l'État. Chaque ministre de l'Intérieur a apporté sa pierre à l'édifice, et depuis 2015, les process en matière de lutte contre les trafics ont complètement évolué. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice, et la loi narcotrafic, dont je salue encore à nouveau l'adoption ici par le Sénat, a été une pierre importante. Mais chacun a apporté sa pierre. Et la revalorisation de la filière d'investigation judiciaire, c'est M. Gérald Darmanin qui l'a initiée, c'est Bruno Retailleau qui l'a reprise, et c'est moi qui l'ai fait aboutir. Et je crois qu'il est important que nous rappelions aussi la continuité de l'État. Il n'y a pas que des considérations politiques à prendre en compte. Il y a une vraie continuité dans la lutte contre le trafic de stupes, et je voulais vous le rappeler, et c'est ce que j'essaie modestement d'incarner. Pour répondre très précisément à votre question, effectivement, j'ai annoncé à Nantes le déploiement de 6 effectifs supplémentaires au titre de la filière d'investigation judiciaire. Donc il y aura 300 emplois qui vont être créés sur l'ensemble du territoire national pour lutter contre le trafic de stupéfiants, et c'est 400 qui iront en plus sur notamment le traitement judiciaire des violences intrafamiliales qui, vous le savez, on a beaucoup de dossiers qui ont beaucoup de retard. Donc nous avons ouvert ces postes et ils seront pourvus tout au long de l'année. Et puis il y aura 8 effectifs qui vont nous permettre de créer une BRI à Rennes qui aura aussi vocation à soulager celle de Nantes qui pourra uniquement rester à Nantes, et c'est extrêmement important. Par ailleurs, et je me suis engagé à BRI, Brigade de répression des incivilités, il me semble, à déployer une unité de CRS sur la ville en permanence. Et c'est ce qui a été fait depuis ce dramatique incident, y compris le soir du match, où, bien qu'un certain nombre de forces mobiles aient été mobilisées au stade de Nantes, nous avons maintenu cette unité de CRS sur le quartier en question et sur l'ensemble des quartiers nantais d'ailleurs, mais en l'occurrence, c'était, comme vous le savez, à Port-Boyer. Voilà. Donc je réponds précisément à votre question. 6 emplois à Nantes, 8 à Rennes pour la BRI, et la CRS qui est maintenue en ce qu'on appelle un PNSR pour assurer la sécurisation du territoire. Mais voilà ce que je voulais vous dire, Madame. Plus, s'il vous plaît. Ouh, ça s'est joué à pas grand-chose. La parole est à notre collègue Bernard Buis pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Ah, la première question des macronistes, et certainement d'ailleurs la seule. Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Ah bon ? 50 ans après le premier sommet du G7 à Rambouillet, 23 ans après le G8 de 2003 dans cette même ville, et 7 ans après le G7 de Biarritz, la France aura de nouveau l'honneur d'accueillir un sommet du G7, cette fois à Évian, au cœur des Alpes françaises. Du 15 au 17 juin prochain, les dirigeants du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis se réuniront aux côtés des représentants de l'Union européenne, sous présidence française, afin d'échanger et de travailler ensemble face aux grands défis de notre temps. Bah oui, ça coule de source. En amont de ce rendez-vous majeur, vous avez reçu lundi et mardi dernier, Monsieur le ministre des Finances, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays membres dans le cadre du G7 Finances. Cette rencontre intervient dans un contexte international particulièrement grave. La guerre est de retour sur notre continent, tandis que les tensions géopolitiques se multiplient à travers le monde.
Nos concitoyens comme notre économie en subissent déjà les conséquences directes. Les prix à la pompe demeurent à des niveaux extrêmement élevés. Le coût du gasoil non routier représente désormais une charge considérable pour nos agriculteurs, dont certains s'interrogent même sur leur capacité à assurer les récoltes à venir. À cela s'ajoutent les tensions sur les matières premières, les difficultés d'approvisionnement et les inquiétudes croissantes pour la pérennité de nombreuses entreprises. Face à ces crises, les incertitudes s'accumulent, l'inquiétude progresse et nos compatriotes attendent légitimement de la stabilité, du dialogue, mais surtout des réponses concrètes et coordonnées. Monsieur le ministre, quelles conclusions tirez-vous de ces échanges ? Quelles décisions communes et quelles mesures concrètes ont été arrêtées à l'issue de ce G7 Finances pour protéger nos économies, soutenir nos entreprises et préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, sénatrices, Monsieur le sénateur Bernard Buis, merci de votre question, qui me permet d'abord de dire que le multilatéralisme, ça fonctionne. Ça veut dire qu'on est capable, même si on n'est pas d'accord sur tout, de parler de tout, et c'est exactement ce qu'on a fait pendant 2 jours. Et je vous confirme que sortez les violons. Arrivé à Évian aussi, nous ne sommes pas d'accord sur tout avec nos principaux partenaires, mais nous sommes capables de parler de tout. L'autre chose que je veux dire, et je pense que c'est important de le dire devant la Chambre des territoires, vous y avez fait allusion dans votre question, c'est que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui impacte plus que jamais la vie quotidienne de nos concitoyens dans la Drôme et ailleurs. Il était important de l'évoquer, et je peux vous dire que tous les collègues, ces 2 derniers jours, l'avaient en tête. Le pouvoir d'achat, la capacité à faire le plein d'essence, la capacité à réindustrialiser, tous ces sujets très concrets, en fait, dérivent de ce qui se passe dans le monde. De quoi on a traité? D'abord, de la guerre dans le Golfe, évidemment, du blocage du détroit d'Ormuz, qui est un véritable nœud économique, sans le déblocage duquel on n'aura pas une baisse durable des prix à la pompe. Ça concerne évidemment tous nos concitoyens. Ensuite, les déséquilibres globaux. Surcapacité en Chine, sous-investissement en Europe, déficits globaux aux États-Unis, qui font qu'aujourd'hui, on a insuffisamment d'usines qui poussent partout en France. C'est un enjeu très concret auquel on s'est adressé. L'aide au développement, nous devons repenser l'aide au développement de manière à faire des partenariats à un moment où les fonds publics manquent pour investir davantage dans les tissus industriels en Afrique et ailleurs. Une des réponses, évidemment, aux enjeux des migrations. Et puis, l'Ukraine, qui reste un enjeu existentiel pour l'Europe. Nous avons réaffirmé notre soutien, y compris dans le financement de la réparation du sarcophage de Tchernobyl, qui est évidemment un enjeu de sûreté pour nous tous et pour nous toutes. Ah, donc ça y est, ils l'ont réparé? Sur les terres rares, qui sont le chaînon manquant de l'électrification, sur lesquels nous avons travaillé, sur lesquels les chefs d'État vont travailler, vous l'avez dit à Évian, une fois de plus. Le sarcophage de Tchernobyl fuitait, effectivement. Elle est au cœur du multilatéralisme. Soyons-en fiers et continuons à travailler dans ce sens. Merci. Monsieur Buis, vous avez quelques noms. La parole est maintenant à notre collègue Frédérique Puissat pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les chiffres du chômage viennent de tomber. Au premier trimestre 2026, 8,1% de la population active est au chômage. Bravo, en particulier, si on prend la tranche des 15-24 ans, nous atteignons un taux tristement élevé, 3 fois plus haut que chez nos voisins allemands. En 2019, le chef de l'État faisait du plein emploi son objectif prioritaire. En 2022, l'objectif du plein emploi était à nouveau proclamé pour 2027. En responsabilité, le Sénat a toujours accompagné les réformes nécessaires à cet objectif majeur. Pour autant, Monsieur le Ministre, chacun ici a pu toucher du doigt les entraves à notre économie et nous vous avons interpellé. ZAN, nous avons tiré le signal d'alarme et le texte Trace est toujours en attente. Taxation des entreprises, nous avons tiré le signal d'alarme et vous avez fait le choix d'alourdir de plusieurs milliards d'euros les charges des entreprises. Temps de travail, nous avons tiré le signal d'alarme et vous avez fait le choix de revenir sur la réforme des retraites, alourdissant le déficit de notre budget, à rebours de toute possibilité d'alléger le coût du travail et de soutenir l'emploi des jeunes. Réforme de l'apprentissage, nous avons tiré le signal d'alarme et les niveaux d'aide aux entreprises ont tout de même baissé. Monsieur le ministre, en 2023, le chef de l'État interpellait les chefs d'entreprise. Je cite, « Réveillez-vous, on est à 7% de chômage, nous ne sommes pas au plein emploi. Aujourd'hui, ce n'est pas
seulement le Sénat qui tire la sonnette d'alarme, mais bien tous les Français. Monsieur le ministre, ma question est donc simple. Alors que notre train est sur le point de dérailler, ne considérez-vous pas que le gouvernement porte une responsabilité majeure sur cette situation et que la seule façon de reprendre le contrôle est d'envisager des réformes structurelles qui n'ont pas été prises jusque-là? Je suis d'accord avec elle sur la responsabilité du gouvernement. Pour vous répondre, moins sur le reste, par contre. Travail et des solidarités. M. Farandou. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, c'est le chef de gare donc, qui va vous répondre. Le taux de chômage, effectivement, atteint 8,1%. On est d'accord. On ne conteste pas ce chiffre. 0,2 points de plus que le trimestre précédent, 0,7 points de plus sur un an. Cette hausse appelle à la vigilance, nous ne le minimisons pas. On peut quand même parler d'un contexte international très dégradé, marqué par les tensions commerciales de deux ordres. D'abord, les taux commerciaux. Les Américains ne veulent pas qu'on exporte chez eux et les Chinois adorent exporter chez nous. Donc on a un problème commercial, bien sûr, aggravé par ce qui se passe en Iran, par ce qui se passe au détroit d'Ormuz avec la hausse du carburant et tout ce qui va avec. La Banque de France, pour autant, vient de souligner dans une étude intéressante que les différentes réformes successives ont permis une nette amélioration du chômage structurel. Depuis 2015, les réformes de l'assurance chômage, de l'apprentissage, du marché du travail expliquent plus de 80% de la diminution et un tiers de la baisse totale du chômage structurel. Je me réjouis de cette analyse, comme je pense tous ceux et toutes celles qui ont retrouvé un travail depuis 2015. Par ailleurs, aujourd'hui encore, le taux d'emploi des 15-64 ans atteint presque 70%, quasiment son plus haut niveau jamais atteint, et le taux d'activité de toute la population active française, 75,7%, là aussi son plus haut niveau depuis plus de 50 ans. Autrement dit, jamais autant de Français n'ont travaillé ou souhaité travailler, y compris parmi les jeunes et les seniors. Depuis fin 2019, ça représente plus d'1 million de personnes en plus en emploi supplémentaire. La hausse du chômage réel traduit un ralentissement conjoncturel vraiment lié à la conjoncture internationale, mais aussi une hausse de la population active, puisque la loi pour l'emploi a justement prévu que les bénéficiaires de RSA rentrent en France Travail, rentrent dans les demandes d'emploi et augmentent donc d'autant la base active mentionnée. L'enjeu est donc, comme vous l'avez dit, Madame la sénatrice, de faciliter l'accès à l'emploi, soutenir les recrutements, mieux rapprocher l'offre et la demande. C'est ce que nous faisons avec France Travail, puisque nous avons un accord avec les filières industrielles pour 600 000 recrutements dans les années qui viennent. C'est ce qu'on vient de faire aussi récemment avec un plan d'accélération pour l'accès à l'emploi des jeunes. Donc le gouvernement travaille en interministériel avec l'éducation nationale, avec d'autres ministères pour apporter des réponses en matière d'emploi à nos concitoyens. Madame Puissat. C'est toujours pratique de taper sur les Chinois plutôt que de reconnaître sa faute. Monsieur le ministre, bien sûr que nous ne sommes pas isolés. Mais les chiffres sont là, monsieur le ministre. Voilà. Monsieur le ministre, les chiffres sont là. 2023, le chef de l'État invectivait les chefs d'entreprise, je le rappelle. Nous étions à 7% de taux de chômage. 3 ans après, avec un PLF qui est passé par là, qui a entravé notre économie, nous sommes à plus de 8% de taux de chômage. Tout ne vient pas de l'extérieur, monsieur le ministre. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise auraient légitimité, monsieur le ministre, à se retourner vers le gouvernement et vers le chef de l'État en disant « réveillez-vous ». Non, pas réveillez-vous, démission, destitution. La parole est à notre collègue Annie Le Héroux pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Environ 1,5 million d'associations actives dans notre pays s'appuient sur 1,8 million de salariés et 20 millions de bénévoles. Je leur témoigne notre reconnaissance. Elles assurent des missions très variées, éducation populaire, caritative, de l'économie sociale et solidaire à la citoyenneté. Ces associations sont essentielles. Elles accompagnent nos aînés, nos plus jeunes. Elles gèrent nos services d'accompagnement vers l'emploi. Elles sont nos filets de sauvetage pour les plus fragiles, les personnes en situation de handicap, les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Elles assurent la protection de l'enfance. Le tiers de ces structures à but non lucratif dispose de moins de 3 mois de trésorerie et 400 000 d'entre elles envisagent une cessation d'activité. Leur fermeture représenterait l'effondrement de notre système de solidarité. Derrière ces chiffres, ce sont des personnes, des familles que l'on plonge dans la précarité et dans l'insécurité. La tendance continue d'une érosion de leur budget depuis plusieurs années inquiète. Elles font face à une augmentation des bénéficiaires et des dépenses contraintes. L'État leur fixe des objectifs inconciliables avec des moyens réduits.
Elles n'ont plus de trésorerie nécessaire pour assurer le recours aux aides européennes. Les fondations sont submergées de demandes de cofinancement. Les collectivités locales sont appelées à compenser le désengagement de l'État. Les associations et leurs membres méritent un juste financement de leurs activités. Ciment de la cohésion sociale, il leur faut de la visibilité pour agir avec sérénité. Alors que les professionnels et les bénévoles, qui forment une dynamique collective et complémentaire, s'épuisent faute de moyens à la hauteur du défi que l'État leur demande de relever, quelles mesures entendez-vous prendre pour protéger et garantir la pérennité du secteur associatif qui est exsangue? Grosse crise aussi du côté du secteur associatif. Des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Madame Ferrari. Merci Monsieur le Président, Madame la Sénatrice. Merci d'abord Madame la Sénatrice d'avoir rappelé le rôle absolument essentiel que remplissent aujourd'hui nos associations, leurs salariés et leurs bénévoles partout sur nos territoires, notamment en matière d'action sociale, puisque ce sont les activités que vous avez pointées dans votre intervention. Je ne nie pas, personne ne peut nier ici les difficultés auxquelles est confronté le monde associatif comme... Ah mais c'est pas question de nier, c'est question d'être responsable. Malheureusement, vous l'avez rappelé, aujourd'hui de nombreuses associations sont menacées, en tout cas de licencier certains salariés. Alors pour autant, l'État n'a pas baissé pavillon, Madame la Sénatrice, vous le savez, puisque le soutien financier de l'État apporté au monde associatif n'a pas faibli et ne faiblira pas. Et si, il a fait que diminuer. Le budgétaire qui est disponible montre un soutien de l'État à hauteur de plus de 9,5 milliards d'euros, auxquels viennent s'ajouter les mesures de défiscalisation qui sont estimées aujourd'hui pour 2026 à plus de 4,98 milliards d'euros. Le monde associatif a perdu 75 millions au moment du passage à l'année 2026. Qui était attendue, qui était celle de la revalorisation du plafond de la défiscalisation Coluche à 2 000 €, c'était très attendu par le secteur. Vous dire que dans les crédits du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, les crédits ont été sanctuarisés sur des crédits qui sont structurants. Je pense au FONGEP qui vient soutenir des emplois, je pense au FDVA, vous savez, le Fonds de développement de la vie associative, ou je pense aussi au Guide Asso qui vient aider nos associations. Vous dire également que nos associations, elles ont besoin de prévisibilité, de lisibilité budgétaire, et donc nous avons porté la possibilité sur les conventions d'objectifs et de moyens qui leur sont alloués, de porter à 4 ans les conventions. Et puis, vous dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, j'entends le besoin de mettre en œuvre une conférence des financeurs, et vous dire qu'hier, j'étais encore au séminaire d'Exopé, qui rassemble, vous le savez, les employeurs du secteur associatif. Donc, un acte 1 va être lancé, puisque demain, nous avons une première réunion de travail afin de mettre en œuvre cette conférence des financeurs pour faire en sorte que nos associations trouvent aussi de modèles... j'ai pas l'info, ça, Piratata. Les rendant moins dépendants des aides publiques. Je vous remercie, Madame la Sénatrice. Alors, Madame Luérou. Ah oui, le Sénat, c'est toujours un autre monde. C'est pour ça que j'aime bien le regarder. En réalité, les budgets sont Mais c'est plus un chaos qui dort. Les bénéficiaires sont plus nombreux. Il est quand même là. Les crédits baissent en réalité, compte tenu également de la situation socio-économique qui fait que leurs charges sont également plus importantes. Ils subissent également le coût de l'augmentation de l'électricité, de l'essence, je pense aux aides à domicile par exemple. Et je crois aussi qu'il faut relever la question des professionnels de l'aide à domicile en particulier, par contre, faut conclure. Qui, elles, attendent l'agrément d'une convention collective qui n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Gérard. Je prends cet exemple qui démontre bien que l'État n'est pas au rendez-vous. Merci. La parole est pas validé. Mon collègue Laurent Saumon pour le groupe Les Républicains. À une seconde, ça s'est joué. Les Madame Républicains. La ministre, allez. En 10 ans, le prix des primeurs a augmenté en moyenne de 60% en net décrochage avec l'évolution du salaire moyen. Les importations augmentent et les trésoreries des agriculteurs s'épuisent. Ces distorsions nécessitent de conforter notre souveraineté alimentaire avant de céder au chant des sirènes éoliennes ou agri-photovoltaïques. 3 facteurs la contraignent. Les surproductions comme la filière de pommes de terre avec 23% de surface de plus en 2 ans, 1,5 million de tonnes en stock obligeant à les céder ou à les jeter dans un contexte d'inflation. 2. Les surtranspositions et excès administratifs. Ainsi, le contrôle du critère de disposition du foncier pour la campagne PAC 2026 projette que seuls 5% des agriculteurs seront en mesure de justifier leurs terres déclarées en décalage avec la réalité de terrain. Est-ce hors sol que d'appliquer les recommandations définies par l'EFSA, d'exclure les importations ne respectant pas les règles imposées ici, de simplifier et refaire confiance aux agriculteurs souciés de transmettre une terre fertile, vivante et rémunératrice. 3. L'obstruction. La discussion du projet de loi UPSA, actuellement à l'Assemblée nationale, donne mal au crâne des agriculteurs avec les 2300 amendements.
Peut-on le qualifier d'urgence si, pour l'essentiel, il met de côté les priorités comme l'utilisation de l'acétamipride, des facilités d'accès à l'eau, l'assurance d'accéder au foncier et à l'installation, la lutte contre les distorsions commerciales? En effet, les accords commerciaux et le constant dumping chinois mettent en péril les filières et les industries agro-industrielles telles Eurolysine, seule usine européenne de production d'acides aminés à Amiens. Madame la ministre, verra-t-on le PJL au Sénat? Qu'envisagez-vous pour la prochaine campagne pommes de terre et l'accélération de l'installation des entreprises de transformation pour simplifier la méthode justificative du foncier des contrôles PAC, afin de proposer à nos partenaires européens pour protéger les filières et lutter contre les concurrences déloyales? Pour vous répondre. Ah, j'aurais tellement de choses à dire, mais bon. J'en ai déjà beaucoup dit du côté de l'Assemblée nationale. La souveraineté alimentaire. Madame Annie Je ne me répéterai pas. Allez voir la VOD de l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Saumon, énormément de questions dans votre question. Je vais essayer de m'attacher à être de toute façon, partez du principe qu'avec Annie Genevard, la prédiction est validée. Le texte UPSA ira jusqu'à son terme à l'Assemblée nationale. UPSA, ça doit être urgence, priorité, sanitaire et agricole. Auguste Assemblée. Sur la lutte contre les concurrences déloyales, évidemment, j'ai interdit l'introduction de denrées comportant des substances interdites dans l'Union européenne et je vais mettre en place une brigade de contrôle, mais j'aurai l'occasion de vous en parler s'agissant du texte de loi. Sur la concurrence intra-européenne, il nous faut être compétitifs. C'est difficile. Le coût du travail chez nous est plus important, les contraintes sont plus importantes et précisément ce texte de loi vise à les alléger. Quant aux exigences de l'Union européenne s'agissant des titres de propriété ou d'exploitation, vous le savez, la PAC exige que l'agriculteur fasse la preuve qu'il exerce son activité sur des terres et que ça n'est pas toujours facile d'en donner la preuve. J'ai demandé dans cette affaire qu'on ait une approche pragmatique et que l'agriculteur puisse en donner la démonstration, soit par un titre d'exploitation ou de propriété, soit par la preuve qu'il acquitte un bail, une location de terre. Et j'ai interrogé le commissaire Hansen parce que dans certains territoires très morcelés, c'est compliqué de pouvoir délivrer une attestation. Certains d'entre vous m'en ont déjà parlé. Donc j'ai interrogé le commissaire Hansen parce que je ne voudrais pas que les agriculteurs soient pénalisés. Enfin, sur la filière pommes de terre, on a là une crise qui n'est pas structurelle, mais une crise conjoncturelle. Les producteurs de pommes de terre se sont adaptés à la survenance, à l'installation de bâtiments de transformation. Simplement, il y a un décalage. La production a anticipé la mise à disposition des outils de transformation. C'est donc un moment c'est un moment de tension où on a un surplus de pommes de terre qu'il nous faut écouler. Et là, le travail est fait en concertation avec les présidents de région, notamment dans les Hauts-de-France, pour pouvoir écouler ces productions, dons alimentaires, alimentation animale, méthanisation, solutions d'épandage. Ouais. Nous cherchons ensemble avec la filière des solutions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Saumon. Madame la ministre, la France agricole souffre parfois d'épizooties, contre lesquels votre action fut prompte et efficace, mais toujours des contraintes excessives de nos lois. Les agriculteurs sont fébriles et attendent de la part du gouvernement, avec l'UPSA, une lettre de cachet, l'urgence de redonner à l'agriculture française fierté et ambition. Merci. La parole est à notre collègue Olivier Cadic pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Le retour des centristes, accrochez-vous. Madame la ministre, j'associe ma collègue Olivia Richard à mes questions. À 2 jours de l'ouverture du vote pour les élections des conseillers des Français de l'étranger, beaucoup de Français On a une 17e question. Expriment moins une colère qu'une lassitude. Au secours, il y a le RN qui prend la parole aujourd'hui. La difficulté persistante de la Caisse des Français de l'étranger. En tant que député, vous aviez proposé une solution de financement de la CFE. Depuis votre entrée au gouvernement, quelle suite concrète y avez-vous donné? Lassitude face aux inquiétudes qui pèsent sur l'avenir du réseau AEFE après des décisions du conseil d'administration qui conduisent aujourd'hui à faire supporter aux établissements privés vertueux les conséquences des difficultés liées aux établissements à gestion directe. J'avais demandé ici même leur suspension le 4 février dernier au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ah oui, je me souviens. Vous avez indiqué aux parlementaires des Français de l'étranger votre désaccord avec ces décisions de l'AEFE. Si vous les jugez mauvaises, pourquoi les laisser produire leurs effets néfastes partout dans le monde?
Il est d'ailleurs difficilement compréhensible qu'à la fin du second quinquennat, le gouvernement nomme encore une mission chargée de réfléchir à une réforme de l'AEFE, tout en renvoyant les arbitrages à après les élections des Français de l'étranger. Plus surprenant encore, lorsque dans le même temps, la sénatrice chargée de cette mission laisse déjà circuler dans la presse différents scénarios pendant la campagne sans qu'aucune décision ne soit assumée. Lassitude encore devant les débats récurrents sur une fiscalité fondée sur la nationalité portée par la gauche ou devant l'iniquité persistante de la CSG-CRDS pour les non-résidents hors de l'Union européenne instaurée en 2012. Partagez-vous la position du gouvernement qui maintient cette CSG-CRDS depuis maintenant 9 ans? Enfin, Madame la ministre, les Français de l'étranger, vous le savez, ont la chance de pouvoir voter à distance par Internet. Des remontées sont particulièrement préoccupantes. À ce stade, aucun SMS ne semble reçu en Chine. Ils me répondent des problèmes des 4 coins du monde. Quelles procédures concrètes et immédiatement accessibles le gouvernement met-il en place pour permettre aux électeurs de récupérer les codes qu'ils n'ont pas reçus? Je vous remercie. Aïe, 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 problème de code. Le ministre délégué chargé de la francophonie et des Français de l'étranger. Vous avez la parole, Madame la ministre. MQL, lui, a reçu son Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, Je reviens. Monsieur le sénateur Olivier Cadic, vous avez rappelé un certain nombre de sujets qui, comme vous le savez, me tiennent particulièrement à cœur, non seulement parce que je suis en charge de ce magnifique dossier les Français de l'étranger, mais parce que je suis moi-même une Française de l'étranger. Et vous parliez du vote des Français de l'étranger. J'ai été, comme certains, victime de défaillance du vote électronique, raison pour laquelle j'ai dû faire 3 élections en 2 ans. Donc c'est un sujet que je maîtrise très bien, un sujet sur lequel le ministère, le ministère s'est penché et a aujourd'hui ouvert non seulement une cellule de crise pour répondre à toutes les demandes lors de l'envoi des SMS, mais en plus des réponses concrètes à chacun de nos compatriotes qui reçoivent leurs identifiants pour pouvoir voter lors de cette échéance très importante, je le rappelle, mesdames les sénatrices et les sénateurs, qui auront lieu à la fin du mois, l'élection des conseillers des Français de l'étranger. Vous avez également évoqué 2 autres sujets qui sont particulièrement importants pour les 3,5 millions de compatriotes français qui vivent hors de nos frontières, à savoir la CFE. La CFE, c'est donc une caisse qui est financée partiellement par l'État. J'avais réussi à augmenter la contribution de l'État de manière exceptionnelle lors de ma prise de fonction, qui était de 700 000 €. On a été allé à plus d'1 million d'euros, mais on sait très bien qu'il y a des difficultés structurelles dans son financement, raison pour laquelle les 2 ministères de tutelle, et ce n'est pas le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais bien la Sécurité sociale et le budget, étudient en ce moment des solutions sur la base des propositions qui ont été faites justement par les conseillers des Français de l'étranger lors de leurs assemblées biannuelles, comme vous le savez. Par ailleurs, sur la réforme de l'enseignement français à l'étranger, là aussi, le gouvernement a énormément investi dans ce réseau. 612 établissements aujourd'hui à travers le monde qui enseignent à 400 000 élèves, 120 000 Français, le reste étant des étrangers, donc un immense réseau d'influence, mais aujourd'hui aussi un besoin d'une réforme structurelle. Sous mon impulsion, une nouvelle gouvernance va être nommée le mois prochain avec justement des réformes qui suivent. La sénatrice a effectivement une mission qui lui a été confiée, mais une autre mission d'ailleurs au Sénat est actuellement en cours. Bon, faut conclure. Des inspections. Oui, pardon, il y a beaucoup de questions, mais je serai très brève. Donc voilà. Donc nous travaillons évidemment sur le sujet. Pardon, Monsieur le Président. Et donc, s'il vous plaît. Et donc je m'arrête. Mais je vous remercie. Je vous remercie. Pardon, Monsieur le Président. Il est vénère. La parole est à notre collègue Olivier Paccaud pour le groupe Les Républicains. Le président du Sénat, il veut pas des excuses, il veut que tu la boucles. Non mais... Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Paco. Monsieur le ministre, vous êtes probablement à la tête... Oui, Paco. Oh, ça va chier. Ça va chier. Allume la lanterne du savoir. Cette école chrysalide qui élève au sens propre l'esprit de nos enfants, qui forgent leur savoir-vivre, leur libre arbitre et qui cultivent leur intelligence. Si c'est le plus beau des métiers d'enseigner, il est de plus en plus difficile, il est parfois même dangereux. Dominique Bernard et Samuel Paty l'ont payé de leur vie. Un film récent, remarquable, L'Abandon, qui décrit le calvaire de Samuel Paty, connaît malheureusement une polémique malsaine et indigne. Ce film, il démontre la mécanique diabolique du mensonge, de la lâcheté,
du fanatisme islamiste et du pas de vague dans l'éducation nationale. Or, aujourd'hui, monsieur le ministre, nombreux sont les enseignants à se censurer, à ne plus oser professer certains pans des programmes d'histoire, de lettres, de biologie, de philosophie, par peur d'incidents, par crainte de ne pas être soutenus par leur hiérarchie. Alors, monsieur le ministre, comment comptez-vous redonner à tous les enseignants de France la force d'assumer pleinement leur mission en toute sécurité et sérénité? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, M. Geffray. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Paco. Est-ce qu'il va tripoter ses lunettes, Édouard Geffray? Quelques mots. Ah bah, il a déjà commencé. Alors, je me permets de rebondir sur le film L'Abandon, en laissant peut-être de côté les quelques critiques un peu confuses, pour le moins, et en rappelant simplement que ce film que j'ai vu moi-même, je l'ai trouvé à titre personnel d'un ton très juste. J'ai trouvé qu'il était précisément assez équilibré et qu'il faisait une relation des faits qui ont été restitués, Samuel Paty, dans sa pleine humanité, de professeurs dédiés intégralement à ses élèves. En même temps d'ailleurs qu'il le fait entrer dans une forme d'éternité aussi, comme sait le faire le cinéma et en particulier ce film. Maintenant, pour répondre très précisément à votre question, oui, bien sûr, ça a d'ailleurs été dit, tout ce climat peut provoquer chez certains professeurs un risque, une tentation d'autocensure. Et peut-être même d'autocensure inconsciente qui est la plus dangereuse. Celle où on se dit, je ne t'ai pas parlé de ça tout de suite, ou pas maintenant, ou pas dans telle condition. Néanmoins, nous faisons précisément tout pour que les menaces et les mises en cause, quelle que soit d'ailleurs leur origine, elles sont très variées, reculent. Alors peut-être pour vous donner quelques éléments par rapport à ça, et peut-être à mon avis 4 éléments. D'abord, il nous appartient collectivement, parents, élèves, citoyens, élus, de ne pas fragiliser la figure du professeur. Ça peut paraître secondaire, c'est pour moi premier. Ce qu'on a pu appeler parfois le prof bashing a entretenu l'idée qu'on pouvait, dans le fond, regarder avec une forme de condescendance la fonction. La fonction doit être regardée d'en bas et non pas d'en haut. Première chose. Deuxième chose, chaque fois qu'un professeur est mis en cause, menacé dans son intégrité physique ou psychique, la réponse est désormais catégorique. 1, protection fonctionnelle, et 2, en ce qui me concerne systématiquement, plainte de l'institution. Et 3, ça commence à porter du fruit. Si on prend les atteintes aux valeurs de la République, et pour tenir dans le temps qui m'est imparti, nous avons enregistré cette année moins 25% d'atteintes à la laïcité après moins 30% l'année dernière, ce qui prouve que quand on explique et quand on protège, eh bien les mises en cause reculent. Je vous remercie. Bah, dis donc, Monsieur Paco. J'ai trouvé sa réponse plus efficace que ce qu'il nous donne d'habitude. Merci, monsieur le ministre. Au pays des Lumières, la laïcité et la liberté d'expression ne doivent pas être voilées. Évidemment, lorsqu'un professeur doit se taire, c'est la République qui met genou à terre. Alors, c'est vrai, vous avez cité des choses. Il existe un délit qui est peu connu, d'entrave à la fonction d'enseignant aussi. Oh, mais nos enseignants, aujourd'hui, plus que jamais, ils ont besoin que le ministre, que l'institution, que la nation soient à leur côté. Alors, peut-être faut-il diffuser l'abandon dans les collèges et les lycées. Peut-être Samuel Paty, martyr de la République, a-t-il sa place? Il y en a qui ont vu le film de Samuel Paty, enfin sur Samuel Paty, pardon. Vous tous, vous connaissez la phrase de Victor Hugo, quand la nuit essaie de revenir, il faut rallumer les flambeaux. L'abandon est une torche poignante et rayonnante. Allez tous voir ce film. Merci. En tout cas, le sénateur Paco nous encourage à aller voir. Sébastien Pla, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Dernière question des socialistes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour aujourd'hui. Vous connaissez le Groland, avec ses caricatures de dirigeants outranciers dans un pays heureusement fictif. Eh bien, moi, je connaissais les Guignols. C'est la fiction. À Carcassonne, le nouveau maire, rendu célèbre par un projet de renvoyer les femmes faire la soupe, explique à présent que lui-même va faire le ménage. Qu'on n'imagine pas une volonté soudaine d'équilibrer les tâches domestiques, mais plutôt de s'en prendre aux lycéens, aux drapeaux européens, aux mendiants, aux associations, à la presse locale et maintenant aux syndicats, et qu'il veut mettre à la porte de la Bourse du Travail ce local municipal qui les abrite depuis 90 ans pour un unique motif de divergence d'opinion. Même si l'on a tendance à oublier, le syndicalisme est une liberté essentielle qui a permis par le dialogue social d'apporter aux salariés français des conditions de travail dignes. Ce qui se joue en fait dans cette affaire n'est pas un enjeu local, mais le risque d'un dangereux précédent pour notre République. Ces offensives trumpistes de démolition, de clivage,
de bâillons des pensées divergentes se multiplient partout en France et visent à déstabiliser notre pacte social et politique. Mes chers collègues, la liberté d'administration des collectivités, à laquelle chacun d'entre nous est, dans l'hémicycle est viscéralement attaché, ne saurait devenir une arme contre d'autres libertés. N'en déplaise aux admirateurs de Louis XVI, l'époque des lettres de cachet est révolue. Et en République, posséder des murs ne donne pas le droit d'y contrôler les consciences. Fort heureusement, la loi ne permet pas aujourd'hui à un maire d'expulser pour délit d'opinion un enseignant de son école ou un curé de son église. Mais de la même façon, nous ne pouvons pas tolérer l'expulsion pour ce motif d'un syndicat de salariés. On le sait, une démocratie ne tombe jamais d'un seul coup. Elle recule pas à pas chaque fois que nous manquons de courage pour la défendre. Chaque fois qu'un contre-pouvoir républicain est muselé, chaque fois que l'on banalise une atteinte aux libertés. Sans doute l'heure est venue, face à ces attaques de l'intérieur contre nos libertés, de renforcer leur protection, y compris si nécessaire en inscrivant en droit ce qui pouvait jusqu'à présent se contenter de l'évidence et du bon sens républicain. Je ne vous demande pas, monsieur le ministre, une belle déclaration pour me dire que vous êtes d'accord avec mes propos. Je vous demande solennellement d'intervenir afin que soit garanti le respect des libertés syndicales et des principes républicains. Merci. Pour vous répondre... Oui, effectivement, ouais, Groland et Guignol étaient très intimement liés. Il y en a un qui est toujours là et l'autre qui a disparu. Président du Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, j'ai pris connaissance d'ailleurs d'un courrier qui nous a été adressé à moi-même et au ministre de l'Intérieur, adressé le 15 mai de la part des 7 organisations syndicales sur la situation que vous évoquez à Carcassonne. Vous le savez, le principe constitutionnel de libre administration des collectivités, auquel votre Chambre haute est naturellement très attentive, limite les moyens d'action directe du gouvernement. Pour autant, plus qu'une question de droit, l'expulsion par le maire de Carcassonne d'organisations syndicales du local, mis à leur disposition jusqu'ici de manière historique, est une décision qui interpelle. Le fervent défenseur du dialogue social que je suis, je sais que nous sommes nombreux à partager ce sentiment. Car expulser les organisations syndicales de leurs locaux témoigne d'une défiance vis-à-vis des corps intermédiaires, mais peut-être plus encore une forme de mépris de la démocratie sociale. Ces décisions m'interpellent, d'autant plus que le Sénat, il y a quelques jours, a reconnu l'esprit de responsabilité des partenaires sociaux lundi dernier en transposant fidèlement l'accord national interprofessionnel sur les ruptures conventionnelles individuelles. Au nom du gouvernement, je souhaite donc rappeler que les salariés doivent pouvoir avoir accès en proximité aux organisations syndicales. C'est une question d'accès aux droits et un enjeu fondamental de l'exercice de la liberté syndicale dans nos territoires. Que notre histoire sociale et le patrimoine architectural associé à ces locaux, car les bourses du travail sont souvent d'authentiques palais ouvriers de nos cœurs de ville. J'ai tenu, avec Madame la ministre Françoise Gatel, et à la demande d'ailleurs des organisations syndicales, à missionner le maire de Sceaux, M. Philippe Laurent, pour dresser un bilan relatif à ces bâtiments que sont les bourses du travail, d'identifier les bonnes pratiques dans les villes concernées et de formuler des recommandations pour maintenir ce patrimoine vivant. Au nom du gouvernement, je souhaite donc redire notre attachement à la démocratie sociale et aux bourses du travail qui en sont un lieu d'expression central. Je vous remercie. Elle est hyper floue, sa réponse. La parole est à notre collègue... C'est moi, il est vachement ambigu. Pour le groupe Les Républicains. Damien Michelet, maintenant. Michalet, pardon. C'est hyper ambigu comme réponse. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, après France Travail, Parcoursup, le ministère de l'Économie, de l'Intérieur, c'est désormais l'ANTS qui voit les données de près de 12 millions de Français piratés par un adolescent de 15 ans. Oui, mais ça remonte à il y a un mois, il faut se mettre à la page. Plus de 6100 fuites de données recensées par la CNIL en 2025. Cette réalité n'épargne plus personne. Il n'y a pas encore eu de piratage cette semaine, accrochez-vous d'ailleurs. En réaction, le Premier ministre a annoncé un changement de cap. Mais un changement de cap ne se décrète pas, ça se construit avec notamment le Parlement. Or, nous attendons toujours les décrets de la loi Sren ou encore l'examen du projet de loi Résilience à l'Assemblée nationale que le Sénat a voté. Le temps presse, Madame la Ministre, et votre gouvernement se retrouve obligé de prendre 200 millions d'euros sur France 2030 pour compenser le prix de votre non-choix. C'est une lourde responsabilité. On s'interroge, Madame la Ministre, qui pilote l'avion. Le Premier ministre a désigné l'ANSSI comme responsable, comme si elle pouvait être capable d'imposer des arbitrages au ministère. L'ANSSI qui, justement, pallie à une carence et commence à déployer un référentiel cybersécurité pour nos collectivités et nos entreprises. Il est temps de poser les bonnes questions, car derrière le vocabulaire froid de la cybersécurité, il y a des femmes, des hommes, des collectivités, des entreprises, mais surtout un enjeu immense, notre souveraineté. La souveraineté, c'est la capacité d'un pays, la France, à protéger son peuple, ses intérêts et désormais ses données.
La paresse serait de se dire que la souveraineté est l'affaire de tous. Non, non, la souveraineté ne se sous-traite pas, jamais. C'est de la pleine responsabilité de l'État. C'est donc, Madame la Ministre, de votre responsabilité. Alors, quand allons-nous enfin pouvoir mettre en place une véritable souveraineté numérique française et européenne, accompagnée sur une gouvernance claire? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'intelligence artificielle n'est rien en France. Sénatrices, les sénateurs. Monsieur le sénateur Damien Michelet, merci pour votre question essentielle. Vous avez raison, essentielle. Et je sais que vous êtes engagé sur ces sujets-là, non seulement en tant que sénateur, mais en tant que président de la Commission supérieure des numériques et des postes. L'ANSSI l'indique, même si vous notez effectivement une fuite de données massive, qu'en nombre de cyberattaques, il n'y a pas une submersion en nombre de cyberattaques. Par contre, les modes opératoires sont différents et aujourd'hui, effectivement, les cyberattaquants ciblent le vol de données. Donc c'est un sujet essentiel et face à ce risque de vol de données, tous les acteurs, vous l'avez dit, doivent agir. Vous pointez du doigt la responsabilité de l'État, évidemment nous en avons une, mais également le secteur privé. Les entreprises sont également concernées et ont une responsabilité pour réduire les risques de fuite de données. Le Premier ministre, vous l'avez annoncé, a fait des annonces fortes, puisque l'État doit être exemplaire, c'est évident. Les annonces concernent la sécurité numérique de l'État, pas celle du secteur privé. Concernant la sécurité numérique de l'État, les mesures immédiates, 200 millions effectivement prélevés sur le budget de France 2030. Transformation également par rapport au risque qu'on a, c'est pas énorme, 200 millions pour se protéger. Autorité de l'intelligence artificielle et du numérique de l'État. On aura peut-être une semaine de temps en temps sans piratage, mais ça continuera. Forte, le fléchage des montants des amendes perçues par la CNIL pour renforcer la sécurité des systèmes d'information de l'État. Chaque ministre a reçu un courrier individuellement où le Premier ministre nous demande d'imposer l'authentification double facteur dans les ministères et également de faire un diagnostic des systèmes d'information de manière rapide pour pouvoir rectifier face à des systèmes d'information qui pourraient être jugés obsolètes. La cybersécurité, vous l'avez dit, c'est l'affaire de tous et ce n'est pas seulement un sujet technique. La cybersécurité, c'est un sujet de pilotage, de gouvernance au plus haut niveau des organisations, y compris des ministères. Donc, c'est les ministres qui en sont responsables d'une certaine manière. Oui, mais encore une fois, ils vont dire que ce n'est pas leur faute et que c'est la faute de la Chine. Et programmé avant l'été à l'Assemblée nationale. Et même quand c'est Israël, ils diront que c'est la Chine. La parole est à notre collègue Jean-Luc Ruel pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Dernière question des Républicains et après on passe au RN, accrochez-vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, la semaine dernière à Nairobi, j'ai accompagné le ministre du Commerce extérieur, Nicolas Forissier, au sommet Africa Forward. Ce forum organisé par BPI et Business France fut, je le souligne, une vraie réussite côté business, un véritable big en Afrique. Les attentes étaient grandes, les annonces ont été spectaculaires. 23 milliards d'euros d'investissement, 250 000 emplois directs, on ne sait pas où. Belle musique, mais à y regarder de près, la partition ne tient pas. 3 bémols. Le premier, peu de garanties. Peu de garanties sur les 14 milliards d'investissements français, en partie publics, AFD, Trésor. Comment les tenir quand le gouvernement coupe 803 millions d'APD en 26 et 40% depuis 2021 ? Aide publique au développement, peu de garanties APD. Sur les 9 milliards africains, non des engagements fermes, mais de simples intentions. Le deuxième bémol, un déséquilibre entre notre engagement et le retour réel. Des milliards engagés, des miettes en retour. Je pense à la BAD, artisane de la réforme financière africaine, selon le président Macron. La France y a souscrit 10,5 milliards d'euros de capital et verse chaque année plusieurs centaines de millions d'euros au FAD, sans retour véritable. Le Fonds d'aide au développement, le FAD. Je pense aussi à l'AFD. Au Kenya, par exemple, près de 2 milliards d'euros engagés en 15 ans depuis l'ouverture de notre bureau, nos échanges commerciaux, une moyenne de 275 millions d'euros par an, stable depuis 2010, 15 ans d'investissement public sans aucun effet d'entraînement sur le commerce bilatéral. Voilà l'équation française. Le troisième bémol, un défaut de stratégie sur des sujets clés. Les crédits carbone, par exemple. L'Afrique dispose d'un potentiel considérable et d'autres puissances structurent déjà ces marchés. La France valorise encore trop peu ses atouts en matière de finances vertes, de certification, de reforestation. Nous avions tout cela à Nairobi
pour bâtir un cadre commun, exigeant et transparent au service de notre influence, de nos entreprises et du développement des économies africaines. L'occasion a peut-être été manquée. Madame le ministre, Nairobi n'est-elle qu'un exercice de communication? Comment réconcilier les promesses du président avec la réalité d'une politique africaine qui coupe ses moyens, déséquilibre ses retours et oublie ses atouts? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée. À ne pas confondre avec les fois où il faut conclure, mais en fait non. Et les Français de l'étranger. Madame Carrois, en 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Et ça le fait rire, hein. Ça le fait rire. Effectivement. Il n'est pas foutu de faire respecter le temps de parole et ça le fait rire. Un véritable succès. 49 délégations africaines, bien plus qu'à Bamako, 35 chefs d'État et de gouvernement, vous l'avez dit, un sommet d'affaires où 23 Oui, et puis un connard de président français qui fait du néocolonialisme sur place. Dans des milieux stratégiques, on parle de la santé, et lorsque l'on voit par exemple ce qu'il se passe en ce moment avec Ebola, on voit à quel point investir dans la santé à l'international est important, des investissements en infrastructures, des investissements justement pour le développement de nos partenaires africains. Alors, est-ce que c'est un rendez-vous manqué? Certainement pas. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent nos partenaires africains. Quand je dis 23 milliards, 14 milliards d'investissements privés, j'insiste sur le fait que ce sont des investissements privés d'entreprises françaises qui sont faits en Afrique, et 9 milliards d'investissements africains, justement, dans d'autres pays africains. Et sur les garanties, la question que vous posez, justement, la BAD, avec son mécanisme Aditi, la Banque d'aide au développement, la BAD. Garantit ces investissements. Alors vous voyez, la France est présente en Afrique et contrairement à ces idées et à cette un peu narrative de déclinisme, nous sommes présents plus que jamais. Et aussi avec nos diasporas, nous avons 7 millions de Français qui ont des origines africaines. Ils étaient présents avec les jeunesses dans les différents événements qui ont eu lieu autour du sommet de chefs d'État et de gouvernement et sont aussi disposés à porter ces engagements. Je vous remercie. Très bien. La parole est à notre collègue Joshua Hochart. Non, on n'est pas obligé. Administratif des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Non, on n'est pas obligé de l'écouter. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Ah. Qu'est-ce que c'est long, 10 ans, et encore plus ces 10 dernières années de macronisme où beaucoup de Français éprouvent un profond sentiment de fatigue et de désillusion. Fatigue face à l'insécurité qui demeure forte dans de nombreux territoires malgré l'engagement quotidien de nos forces de l'ordre. Fatigue face à un hôpital public sous tension permanente où les soignants alertent depuis des années sur le manque de moyens et l'épuisement des équipes. Fatigue également face aux difficultés de notre école alors même que les enseignants continuent d'exercer leur mission avec dévouement dans des conditions de plus en plus difficiles. À cela s'ajoute la dette publique qui atteint un niveau historique, dépassant désormais les 3 200 milliards d'euros, suscitant chez beaucoup de nos concitoyens des inquiétudes pour l'avenir. Mais au-delà du bilan économique et social, il y a aussi la question de la confiance démocratique. La démocratie ne repose pas seulement sur le vote, elle repose également sur l'égalité des conditions de participation au débat public. En 2017, Emmanuel Macron, le même qui nous a rendu ce temps si long, avait annoncé la création d'une banque de la démocratie, destinée à garantir toutes les formations politiques un accès équitable au financement bancaire nécessaire aux campagnes électorales. L'objectif était simple, permettre à toutes les formations politiques, quelle que soit leur sensibilité, d'accéder à des financements bancaires pour leur campagne électorale sans dépendre du bon vouloir d'établissements privés. Or, cette promesse n'a jamais été concrétisée. Ça, par contre, je peux vous le dire, hein, pour m'être lancé dans la campagne des sénatoriales avant d'avoir dû renoncer, effectivement, ouvrir un compte bancaire de campagne, c'est une galère. Française lui-même, Daniel Ball, reconnaissait lui-même récemment que cette situation constituait un problème. Enfin, quand vous êtes indépendant et que vous n'êtes pas affilié à un parti. Évidemment, les clivages partisans. Dans une démocratie apaisée et équilibrée, le pluralisme politique ne devrait jamais dépendre de décisions bancaires opaques ou discrétionnaires. Alors, Monsieur le Ministre, quand la Banque de la démocratie verra-t-elle enfin le jour? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie et des finances. Monsieur Roland Lescure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hochart. Bon, je ne passerai pas trop de temps sur la première partie de votre question. Moi, ce qui me fatigue quand même, c'est le misérable. Oui, je voulais me présenter au sénatorial de 2026. Certains ont à dénigrer la France tous les jours, y compris devant la représentation nationale. Voilà, c'est fait, c'est dit. Pour le reste, Monsieur le sénateur, vous savez qu'on a aujourd'hui un des... Au début, c'était une blague, et puis après, je l'ai envisagé très sérieusement, et je m'étais lancé. Mais je connais des pays... Mais il y a un an, c'était encore une blague. Des milliards de dollars, vous les connaissez aussi.
évacuant du coup un certain nombre de candidats qui chez nous, c'est plafonné. On a aussi un certain nombre de dispositifs qui font qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à du financement, notamment par le remboursement des frais de campagne, 50% des frais pour celles et ceux qui passent un certain seuil, 5% pour ne pas le citer. 5%, bah oui, il faut les faire, 5%. Vous savez que chaque voix... Bon, moi j'étais assuré d'avoir 85% dans le Calvados, donc la question ne se posait pas, bien sûr. Les excès. Troisième point important, depuis 2017, et je regrette que les députés que vous aviez à l'époque à l'Assemblée nationale ne l'aient pas voté, nous ne pouvons plus avoir en France, monsieur le sénateur, un financement étranger. Et ça, c'est une très bonne chose. Également, le financement en France, il vient de ressortissants français, il vient d'institutions françaises, il vient éventuellement de citoyens français, il ne vient pas d'entreprises. Ça aussi, c'est interdit en France. Alors, est-ce que ça veut dire que le système est parfait? Non. Mais nous avons aussi, en 2017, votre députée favorite a voté contre, mis en place un médiateur du crédit et du financement des partis politiques. Il existe, c'est M. Claude Dion. Je l'ai nommé, je l'ai fait nommer en Conseil des ministres sur ma proposition. Je note l'information. En février 2026. Il est disponible. Si vous connaissez des candidats ou des candidates qui ont des enjeux de financement, n'hésitez pas à lui envoyer, il les aidera à trouver des financements. Je ne pense pas que c'est en créant une N+1e institution on se retrouve dans 6 ans. que nous allons résoudre ce problème. Monsieur Auchard. Merci, monsieur le ministre, pour votre non-réponse. Ce sera qu'une énième promesse non tenue. Et enfin, concernant votre première partie, vous n'y avez pas passé beaucoup de temps. Tant mieux, on arrive enfin à la fin de ces 10 ans de macronisme. Ça n'a pas lancé le chrono. Merci. Bon, bah, de toute façon, on s'en fout. Merci, mesdames et messieurs les ministres. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour la suite de l'examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. La séance est suspendue. Voilà, c'est donc la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement, tant du côté de l'Assemblée nationale que du Sénat. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, on a une caricature de gouvernement. Et ce que disait Hydroliste m'a bien confirmé dans mes certitudes aussi du côté de l'Assemblée nationale. On a un gouvernement qui, coûte que coûte, refuse de dire qu'il est responsable de la moindre décision qu'il prend. Et du moins, quand il s'agit de prendre des décisions, dit qu'ils vont être responsables, et au moment de rendre des comptes, nous disent « Non, c'est pas nous, c'est la Chine. Non, c'est pas nous, c'est la Russie. Non, c'est pas nous, c'est les États-Unis. Non, c'est pas nous, c'est les pauvres. » Voilà. Jamais Israël, par contre, c'est jamais la faute à Israël. Ça, par contre, voilà. Il y a des petites amitiés qui sont toujours là, on se demande bien pourquoi. Voilà, donc je suis bel et bien confirmé dans mes certitudes de l'irresponsabilité, alors non pas pénale, mais mentale de ce gouvernement. Et on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, en plus, ce gouvernement n'a plus une durée de vie très grande. Grosso modo, la date de péremption est dans moins d'1 an. Peut-être même qu'il y aura un remaniement après les sénatoriales. Normalement, non. Des sénatoriales n'engagent pas de remaniement, surtout qu'on est à 1 an de la présidentielle. Mais on ne sait jamais, parce que vu comment les Républicains sont partis pour se prendre une branlée aux sénatoriales, il pourrait y avoir des petits changements. Voilà. Je vous rappelle que nous aurons l'occasion de suivre les élections sénatoriales en direct le jour du vote. C'est le 25 septembre. Je ne sais plus. J'avais la date et je l'ai perdue. J'ai perdu la date. Attendez. Je crois... Non, c'est le 22 ? Je crois que c'est le 20... Attendez. Je vérifie en direct. Attendez, on fact-check en direct. Hop. En tout cas, il me laisse un petit peu de temps YouTube pour vous dire que si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Elles auront lieu... Ah non, le 27 septembre. D'accord. Ok. Très bien, le 27 septembre. Donc les 2 tours des sénatoriales auront lieu le dimanche 27 septembre 2026 dans les préfectures de tous les départements et au ministère de l'Intérieur pour les Français de l'étranger. On va en discuter tout de suite après. Je clôture la VOD, vous en faites pas. C'était pour l'occasion de faire un petit coup de pub. Donc YouTube... Je ferai de la pub comme je fais de la pub d'ailleurs pour les niches sénatoriales qu'on suit. D'ailleurs, 11 juin, soyez présents, on fera celle des socialistes toute la journée. Enfin, toute la journée, de 10h à 16h. Voilà, mais c'est toute la journée au niveau du Sénat. Qui sera en plus la dernière niche avant les sénatoriales.
Donc il y aura peut-être aussi l'occasion de dire quelque chose. Mais voilà, donc on va avoir une actualité sénatoriale très chargée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et ce serait un plaisir pour moi que de vous donner plus d'explications, plus de pédagogie et plus de réactions face à tout ce qui se passe. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. À demain sans faute pour une nouvelle VOD. Ciao tout le monde.